Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, voici le libre journal de Jean Ferré, assisté de Claude-Jacques Marouleau, du 15 mai 1995, diffusé dimanche 10 mai 2015, dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous nous retrouvons et changeant totalement de sujet. Georges Lochac nous a quittés. Dans le studio, Claude-Jacques Marouleau, vous venez de l'entendre, et dans le sens des aiguilles d'une montre, Jacques Vergès, avocat, écrivain. Puis nous continuons à tourner, et François Lehideux, ancien ministre, président de l'Association pour la défense de la mémoire du maréchal Pétain, le général Jacques Le Groignec, bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie, qui est également membre de l'Association pour la défense de la mémoire du maréchal Pétain, et Jean-Marc Varraud, avocat, écrivain, historien, et vient de nous rejoindre l'abbé André Vartel, doyen de la faculté des lettres de l'Institut catholique. On aura compris, je pense, que 4 de ces invités ont bien voulu se déplacer ce soir afin que nous rendions hommage à Jacques Izorni, qui a été à des titres divers notre ami à tous, qui nous a quittés il y a 8 jours, il y a 6 jours je crois, et qui est une figure prodigieuse du barreau français. Alors, nous allons passer 1h30 à parler de Jacques Izorni, et je souhaiterais, avant, que chacun de vous, messieurs, dise quand ou depuis quand il l'a connu, et ensuite vous témoignerez les uns après les autres et direz tout ce que vous souhaiterez dire. Alors, je commence en disant que j'ai connu Jacques Izorni à la fin des années 50. Il a été mon avocat à C'est-à-dire, lorsque la publication C'est-à-dire que j'avais fondée, lorsque Jean-François Cap et moi, nous avons été poursuivis pour outrage au chef de l'État. Et je crois avoir eu l'honneur d'être avec Jean-François Cap, un des premiers condamnés pour outrage au chef de l'État, le chef de l'État d'alors s'appelant Charles de Gaulle. Et puis, Izorni a été mon avocat quand j'ai eu des différends encore avec le général de Gaulle, et je me suis trouvé son invité à la prison de la Santé. Et donc, depuis l'année 58, je n'ai jamais cessé de voir Izorni, et nous avons été très liés aux époques dites de l'OAS. Et avant de demander à Jacques Vergès quels étaient ses liens avec Izorni, depuis quand il le connaît, je voudrais conter une anecdote, car je sais que ça vous touchera tous. Je l'ai déjà raconté à Radio Courtoisie, mais Jacques Izorni venait me voir pendant les 100 et quelques jours que j'ai passé à la Santé, tous les 2 jours. Nous conversions pendant 1 heure, donc j'ai passé au moins 50 heures à converser avec Jacques Izorni. Et un jour, nous parlions des avocats du FLN. Et je lui ai dit, je ne faisais pas dans la nuance à l'époque, ce sont tous des salauds. Il m'a dit sauf un. L'un est un grand monsieur, c'est Jacques Vergès. Et puis j'ai été épaté parce qu'à l'époque, cher maître, je n'avais pas de vous je n'éprouvais pas des sentiments amicaux pour vous. Et puis Izorni est venu me voir pendant mon exil en Espagne, et là, une des premières choses qu'il médite, c'était celle-ci. Je vous avais bien dit que Vergès était un type épatant, car entre-temps, il avait été condamné à l'occasion du procès Bastien-Thierry, et je crois que vous étiez un des premiers, n'étant pas de son bord, à vous être manifesté. Alors, cela étant dit, Jacques Vergès, quand, comment avez-vous connu Izorni ? Écoutez, pour moi, d'une génération postérieure à la sienne, pour moi, Izorni était un nom célèbre, un personnage historique, mais que je ne connaissais pas, dont je n'avais aucune idée. Et j'ai découvert Izorni lorsque moi-même j'ai été poursuivi dans le Conseil de l'Ordre à Paris en 1960 et que j'ai été suspendu.
Je quittais le Conseil de l'Ordre où j'avais essayé de me défendre pour aller déposer ma robe au vestiaire. Et le hasard fait que dans le couloir du vestiaire arrivaient les accusés du procès des barricades, je crois, avec leurs avocats, parmi lesquels Izorni. Izorni aurait pu attendre que nous soyons rentrés tous les deux dans le vestiaire pour me serrer la main. Il a éprouvé le besoin de presser le pas pour me serrer la main avant que l'on entre dans le vestiaire, pour me serrer la main devant tout le monde. Et il m'a dit, alors, où en êtes-vous? Je lui ai dit, écoutez, je me suis défendu, mais enfin, je ne pense pas pouvoir éviter une suspension d'1 an. L'affaire étant délibérée, Izorni m'a dit, mon fils, parce qu'il était premier secrétaire et moi aussi, ne reculez pas. C'est vous qui représentez l'honneur du barreau aujourd'hui. Vous ne devez pas céder. Et je m'évertue à dire à mes amis qui, en ce moment, certainement nous foudroient du regard, tous les deux, vous avez tort de vous réjouir de ce qui arrive à Vergès. Nous paierons cette jurisprudence au triple. 15 jours après, j'étais suspendu 1 an. 1 an après, Izorni était suspendu 3 ans. Et donc, ce jour-là, j'ai conçu pour Izorni de l'admiration, pas seulement l'admiration professionnelle pour le grand confrère qu'il était, mais pour l'homme qu'il était, de l'admiration et de l'affection. Et pourtant, de mon admiration, je suis économe, et de mon affection encore plus. Merci Jacques Vergès. François Louis II, comment avez-vous connu Jacques Izorni? Moi, j'ai rencontré Maître Izorni la première fois quand il se présentait à l'élection à Paris. Il est venu me voir à ce moment-là et me demandait mon avis. Mon avis n'était pas très compétent, je n'étais pas l'homme politique. Sortant pas très longtemps de Fresnes, j'étais peut-être pas un très bon conseiller. Cependant, je l'ai encouragé à continuer. Je pensais qu'il était important qu'un homme comme lui, représentant ce qu'il avait fait, puisse témoigner au Parlement et participer au Parlement. Nous avons eu de longues discussions, je ne peux pas vous en parler, ce sera un peu long, et dans lesquelles j'essaie quelquefois de modérer son ardeur, mais de, par contre, conforter ses convictions. Nous sommes revus aussi par la suite, naturellement. Merci. Général Jacques Le Groignet, quand et comment avez-vous connu Jacques Izorni? Oui, Jean, vous savez que j'ai fait une carrière d'une 40aine d'années de vie militaire, ce qui fait que je n'ai pas eu l'occasion de me trouver dans des cours de justice. Ce n'est pas du tout une preuve de qualité morale particulière, mais ce sont les événements qui ont fait qu'en tant qu'aviateur, je me suis trouvé écarté de certains événements. Je ne peux pas dire maintenant l'attitude qui aurait été la mienne dans certains cas. À ce sujet, je me souvenais à l'instant même d'une conversation que j'avais eue au moment de toute cette tragédie algérienne, d'une conversation que j'avais eue avec un colonel de l'armée de terre dont je ne dirai pas le nom. Il a fini comme général, brillamment. Il avait une vingtaine de citations d'Indochine, 21 citations d'Indochine, alors qu'il était encore jeune colonel. Et il m'avait dit, je lui avais demandé son sentiment sur ses affaires, il m'avait dit, moi je remercie le ciel de m'être trouvé en stage aux États-Unis pour ne pas avoir eu à choisir. Donc je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'avocats, et certainement pas Maître Izorni à cette époque, puisqu'il était le défenseur des soldats perdus, qui s'était révolté contre cette politique gaulo-algérienne qui avait d'un seul coup demandé à des soldats de prendre des objectifs différents de ceux qu'on leur avait fixés, la mission fixée. Mais je l'ai rencontré lorsque, ayant découvert qu'il existait une association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années seulement, j'ai rencontré Jacques Izorni et depuis, nous ne sommes plus quittés, puisque je l'ai revu pour la dernière fois, quelques jours avant sa mort. Merci, Général Le Groignet. Jean-Marc Varraud, comment avez-vous connu Izorni? Ancien premier secrétaire comme Jacques Vergès, j'ai donc tout naturellement connu notre père, Jacques Izorni, en 1959, mon année de la conférence. Et au cours de cette année, d'ailleurs, c'est celui du procès des barricades qui fut suspendu pour qu'eût lieu la rentrée de la conférence. Il était très lié d'amitié avec mon beau-père, Alec Mellor. Ils avaient ensemble défendu des résistants et des communistes devant les sections spéciales. Mais j'avais une réticence et je lui avais exprimé, parce que je trouvais qu'en 1958, au moment de
l'arrivée du général de Gaulle. Je pensais que son antipathie naturelle, son inimitié pour le général de Gaulle, sa rancune, l'empêchait d'avoir un jugement politique sain. Je le lui avais écrit. En 1962, 1961 peut-être, je lui ai écrit à nouveau pour lui dire, puisque mes options étaient contraires totalement à celles de Jacques Vergès, qu'il avait eu raison de soupçonner le général de Gaulle d'abandonner l'Algérie, et par conséquent, je lui en exprimais mes regrets. Il a fait appel à moi, j'ai été en 1962 son suppléant aux élections législatives. Il rappelle dans ses mémoires que nous avions formé un bon doublé oratoire quand nous allions porter la contradiction à Habib de l'Oncle. Moi, je ne m'en souviens plus, mais Habib de l'Oncle s'en souvient. Plus tard, et dans les mêmes mois, nous avons compagnonné dans plusieurs affaires. Dans l'affaire Bastien-Thierry, j'ai assisté à son jugement, à son exclusion. J'en connais d'ailleurs certains aspects. J'ai été avec lui dans l'affaire de l'OS Bretagne. Nous en parlerons peut-être tout à l'heure parce que nous avons différé d'attitude stratégique. Il était plus proche de Jacques Vergès, je le dirai tout à l'heure, pour la défense de rupture. Moi, j'étais plus de la défense de connivence. Et puis nous nous sommes retrouvés, brouillés souvent. Notamment, nous nous sommes retrouvés quand j'ai participé à sa défense pour un livre Jusqu'au bout de notre peine, où il avait été poursuivi. Je l'ai d'ailleurs plusieurs fois défendu. Nos relations se retrouvaient, s'éloignaient. Je dois dire que ma dernière relation avec lui est toute proche, car j'ai reçu il y a un mois une de ses dernières lettres, très belle, très émue. Il était, je crois, assez bouleversé de la parution de mon procès Pétain et de ce que je disais de lui. Et enfin, notre dernière rencontre, c'est mardi dernier, nous étions Jacques Vergès et moi dans l'église auprès de nos confrères en robe, auprès de ce grand confrère qui fut grand dans la solitude, mais c'était ce qui lui convenait le mieux. Merci, cher ami, cher Jean-Marc Varrot. Pendant que vous parliez, j'étais très ému. Ça doit se sentir, et je voulais vous dire que lorsque vous m'avez fait l'amitié de venir ici parler de votre livre sur le procès Pétain, vous avez eu un mot qui, après la mort d'Izorni, ne m'a pas quitté. Vous avez dit que dans le procès Pétain, il y avait eu comme une sorte de roman d'amour entre le maréchal Pétain et Izorni. Et je réfléchissais à tout cela en repassant tous mes souvenirs avec Izorni, déjà anciens et nombreux. Alors messieurs, après que vous avez dit quelles étaient vos relations avec lui, je voudrais vous demander, je veux vous prendre dans le même sens que celui des aiguilles d'une montre, ce qui prouve que rien n'a été préparé pour ce panégyrique. Je vais vous demander quel était, face à l'histoire, quel était l'homme. Alors il faut rappeler, pour ceux qui viennent de naître ou qui n'ont pas une très bonne mémoire, que Jacques Izorni est né, je crois, en 1911. Il vient donc, quand il est mort, il avait 84 ans, il y a quelques jours. Qu'il a été, au début des années 30, il a été le plus jeune, je crois, il a été le plus jeune avocat de France, puisque pour s'inscrire au barreau, il a dû demander l'autorisation de son père, il était mineur. Et il a été un des plus jeunes, sinon le plus jeune, premier secrétaire de la conférence, et puis il a défendu des causes célèbres. Pendant la guerre, il a défendu les communistes devant les sections spéciales de l'État français, et dès la libération, il a défendu Brasillac, Robert Brasillac, qui a été fusillé le 6 février 1945, il a défendu le maréchal Pétain. Il a été ensuite, le maréchal Pétain qui a été condamné à mort et dont la condamnation à mort a été commuée en détention perpétuelle et qui est mort à l'Île-Dieu. Ensuite, Izorni a été député, et député au titre de défenseur du maréchal Pétain sous la 4e République, ce qui en étonnera beaucoup aujourd'hui. Il a été élu 2 fois. Et puis ensuite, il a défendu les gens de l'OAS.
Et puis il a écrit une quarantaine de livres, dont un roman, dont des livres d'histoire merveilleux. En gros, voilà, et il a défendu la mémoire du maréchal Pétain jusqu'à son dernier souffle. Bien. Alors voilà en gros sa vie. Et maintenant, je vais vous demander à chacun de vous. Je vous interromps peut-être pour un moment. Allez-y. Il faut quand même noter que Jean-Marc Varro. quand il s'engage dans la défense en 1945, il n'a pas au préalable d'engagement politique. Il a 34 ans et à la différence de beaucoup de jeunes gens de cette époque, il n'a pas fait de politique. Il est peut-être d'une formation maurassienne, mais cela ne va pas au-delà d'une adhésion intellectuelle. C'est important de le dire. Il n'y a pas de coïncidence entre la défense et un engagement politique. Il entrera dans la vie politique parce qu'il a été avocat. Bien sûr. Et il faut dire que les seuls procès politiques auxquels il avait assisté et où il avait pris part défendant des accusés, c'était dans les sections spéciales des membres du Parti communiste. Alors, messieurs, vous étiez tous les quatre à ses obsèques. Vous êtes déplacés tous les quatre ce soir pour lui rendre hommage. La question que je vais donc vous poser est dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous avez fait cela, c'est que vous le considérez comme un homme important. En quoi Jacques Izorni est-il un homme important et digne d'être considéré comme mémorable, Jacques Vergès? Je vous ai dit que j'ai pour lui beaucoup d'admiration pour l'homme et beaucoup d'affection. Pour moi, Jacques Izorni était un modèle pour un avocat, c'est-à-dire un homme capable de mettre toute sa passion, toute sa force, toutes ses connaissances au service du client qui lui a confié son sort. Donc c'était un homme passionné, ce n'était pas un avocat d'affaires, c'était un avocat de passion. Et en même temps, ce n'était pas un homme intéressé. Ensuite, il aurait pu faire une belle carrière, il a défendu des gens qui étaient sans fortune, absolument pas fortunés, qu'il a défendu becs et ongles, comme Casimir Tchak, par exemple, sur lesquels il a écrit des livres, parce qu'il pensait qu'une injustice avait été rendue. Donc c'est un homme, en même temps, c'était un homme qui n'avait pas d'œillère. C'est un homme qui avait ses idées, et tant mieux, qui les vivait avec passion, et tant mieux, mais qui était capable de comprendre que l'adversaire n'était pas un ennemi, et je vous ai donné l'exemple de son attitude envers moi. Et voilà, donc pour moi c'est un modèle d'homme libre, et un modèle d'avocat, parce que je crois qu'un avocat digne de ce nom doit être un homme libre. Autrement ce n'est plus que je ne sais trop quoi. Merci Jacques Vergès. François Lehideux, même question. Bien, je vais vous dire, pour moi, Izorni était d'une part la fidélité, mais surtout l'homme qui a redonné au maréchal Pétain, désorienté quand il était dans les forts de Montrouge, complètement désorienté parce qu'il ne comprenait rien au langage qu'on lui parlait. C'était absolument hermétique pour lui. Et ces avocats, excusez-moi, maître de cette petite... Peut-être que... Je crois que ces avocats ne le comprenaient pas. Absolument. Et un homme, Izorni avec son cœur, il a compris le maréchal, l'a atteint profondément, et il a changé toute la mentalité du maréchal. Et Izorni a essayé de deviner, s'est laissé pénétrer par la compréhension du maréchal. Et je crois que cela, moi, c'est ce sentiment qui domine pour moi, et une reconnaissance profonde. Car du vieillard acculé, il a refait à un homme qui s'exprimait. Et il a su parler en son nom, en trouvant celle qui venait du fond du cœur de cet homme. Et ça, c'est inoubliable. Je crois qu'à ce moment, quelques jours après, quelques temps passés ensemble, Izorni a été pris. Et comme le dit Maître Varro, l'histoire d'amour est née. Plus que ça. Je dirais que il est né quelque chose de profond qu'ensuite, quelques années plus tard, lorsque le maréchal à l'Île-Dieu a donné à lui-même et à Maître Jean Lemaire la mission de le défendre
Maintenant, demain, après sa mort, Izorni a été transformé. Et en fait, on pourrait dire que il y a un fils qui a choisi son père et qui s'est donné à ce père qui s'est choisi en le comprenant presque mieux que lui-même, en l'expliquant à lui-même. Et cela pour les hommes, pour moi, qui ont vécu près du maréchal, qui ont une vénération et le respect pour lui, en reconnaissant les erreurs qui ont été commises, et en sachant tout ce que la vérité du fond du cœur de maréchal, je crois qu'Izorni l'a saisi. Alors après ça, sa passion l'a dominé. Et sa passion n'a pas rendu toujours juste, ni même très raisonnable dans les meilleurs chemins qu'il fallait prendre pour obtenir ce qu'il désirait. Comme disait tout à l'heure Maître Varro, nous avons été un certain nombre à penser qu'une rancune à l'égard du général de Gaulle était inopportune et en tout cas pas raisonnable. J'ai essayé de lui rappeler plusieurs fois que le maréchal Pétain, en 1944, avait chargé l'amiral Hoffmann de remettre ses pouvoirs au général de Gaulle. Or, quelques mois plus tôt, au mois d'avril 1944, à Voisin, le maréchal m'avait déclaré à moi-même: maintenant, il faut que de Gaulle réussisse. Mais il faut qu'il fasse l'union. Il faut que vous soyez tous pour l'union. Je rappelle souvent à la DMP que le dernier mot que le maréchal m'a dit lorsque je quittais au château de Voisin, la porte du vestibule s'était fermée, il l'a rouverte pour me dire: rappelez-vous, l'union, avant tout l'union et quoi qu'il arrive. Et ça, je l'ai rappelé à Izorni. Il l'oubliait. Merci François Lude. Général Jacques Le Groignec, en quoi Jacques Izorni est-il mémorable? Il a écrit dans ses mémoires, je crois que c'est dans les premières lignes de ses mémoires, la passion a dominé ma vie. On a évoqué à l'instant même, François Lude l'a fait d'une manière suffisamment remarquable dans la mesure où lui a connu Jacques Izorni au moment où cette passion allait exploser. Cette passion qu'on a entendue dans les prétoires et ensuite à l'Assemblée nationale et puis aussi dans les réunions de la DMP que je n'ai pas connues à l'époque. J'ai connu donc Jacques Izorni, je vous le disais tout à l'heure, Jean, il y a 10 ans. Il était déjà, ce n'était plus cette grande passion, c'était une flamme qui s'éteignait. Mais cette passion, eh bien, il suffisait de le lire, de l'entendre toujours, mais surtout de le lire pour redécouvrir quel homme il avait été. Tout son procès, évidemment que je connais par cœur, comme tous ceux qui se sont penchés, qui ont essayé de rapporter des biographies du maréchal. Mais ensuite, cette déclaration liminaire extraordinaire qu'il avait rédigée pour le maréchal, car c'est en le voyant, en le rencontrant, qu'il avait peu à peu bâti l'ensemble, la stratégie de son procès, qui apparaît d'une manière excessivement claire dans cette déclaration liminaire lue par le maréchal le 23 juillet 1945, notamment quand il dit « L'histoire dira tout ce que je vous ai évité, alors que mes adversaires ne me reprochent que l'inévitable ». Et ceci fut sa bataille, mais après la condamnation à mort, vous connaissez toute la bataille qui fut celle de Jacques Izorni pour les requêtes en révision, et quand il s'était perçu que ces requêtes en révision ne pouvaient pas aboutir, eh bien, il a à ce moment-là reporté, c'est ceci qui m'a encore convaincu de tout ce qu'il pouvait faire, tout ce qu'il avait fait pour le maréchal, c'est de se transformer en historien. À partir du principe que les seules révisions possibles ne sont que les révisions de l'histoire. Il s'est donc transformé en historien, et d'où tous ces ouvrages que vous avez évoqués, sur ces 40 ouvrages, il n'y en a pas 40 sur le maréchal, vous avez oublié 2 pièces de théâtre même, qu'il a pu écrire, c'est-à-dire c'était des talents d'écrivain, qui s'ajoutaient à ces talents d'avocat, qui n'y ont d'ailleurs pas permis de rentrer à l'Académie française, échec dont nous parlerons peut-être tout à l'heure. Alors ce sont donc tous ces écrits qui m'ont peu à peu rapproché de l'homme, et j'avais pour lui la plus grande admiration. Je pense qu'il fut, avec quelques autres, peut-être beaucoup d'autres, mais il fut parmi ceux qui font l'honneur du barreau. Merci Général Le Groignec. Jean-Marc Varro, en quoi
Izorni est-il mémorable? C'est un bon écrivain qui aurait mérité d'être élu à l'Académie française, qui n'osa pas les lire. Il écrivait même souvent mieux, avec plus de clarté, de précision, d'exactitude, qu'il ne plaidait toujours, ou il se laissait parfois aller aux commodités de son improvisation. Ce fut un excellent député pendant 2 législatures, et c'est lui qui rapporta le Code de procédure pénale de 1958, et il étonna l'Assemblée pendant ces législatures par ses qualités, sa participation, je dirais même sa modération, qui rejoignait un aspect pas toujours visible de sa personnalité. Mais, voyez-vous, tout ça ne mériterait pas qu'on se réunisse. Ce qu'il fut avant tout, c'est un avocat. Un avocat infatigable, passionné, on vient de le dire, jusqu'à l'excès. C'est naturel, parce que quand on a un très fort tempérament, on est égotiste, on est manichéen, c'est dans la nature de sa situation, puis on est capable du renversement que évoquait Jacques Vergès tout à l'heure, c'est-à-dire de voir au-delà de ses amis, ses adversaires du moment, pour savoir que précisément, un avocat, dans la plénitude de sa fonction, c'est quelqu'un qui est nécessairement seul et impopulaire. Et il le fait admirablement. Il le fut complètement, il courtisait l'infortune, et quand il ne la voyait pas, il allait presque jusqu'à l'inventer, et Jean-Marc Théolaire a eu le mot, dans Le Monde l'autre jour, il était la défense à l'état pur. Et ça, je m'en rends mieux compte, c'est toujours au décès d'un ami et d'un homme qu'on s'en rend mieux compte, et je me reproche peut-être de temps en temps d'avoir été agacé ou ironisé. Je me souviens dans cette affaire de l'Ouest-Bretagne, j'étais le plus jeune des nombreux avocats, je plaidais donc le premier. Et l'Algérie avait cessé d'être française, à la date où nous plaidions. Et je plaidais qu'ils étaient des vaincus. Et je cherchais le chemin de l'émotion, de l'oubli, de la réconciliation. Il a plaidé le dernier. Et il a commencé en disant, je viens de le trouver parce qu'il a publié sa plaidoirie, il a commencé en disant, ces hommes sont des vainqueurs. Et il a fait une admirable défense de ces hommes, mais je voyais dans les yeux des juges les années de prison qui s'additionnaient au fur et à mesure qu'il plaidait. Nous avions 2 approches différentes, mais peut-être, au moment où il le faisait, était-il nécessaire de défendre d'abord l'honneur des hommes, puisque de toute façon, quelle que soit la décision prononcée, l'amnistie à venir et prochaine les aurait libérés. Voilà, l'impression que j'ai, c'est l'avocat, encore une fois courtisan de la fortune, jusqu'à la solitude, jusqu'au bout de sa peine, car n'oublions pas, vous l'avez dit tout à l'heure Jacques Vergès, que pour avoir été au bout d'un de ses excès, poussé d'ailleurs sans doute par un confrère malicieux, il a été suspendu 3 ans par la Cour militaire de justice, qui était un peloton de juges, qui siégeait à Vincennes, dans un sous-sol servant habituellement au cinéma, créé par un décret du général de Gaulle, sans appel, sans pourvoi devant la Cour de cassation, sans recours en grâce possible, qui était réuni, comme disait Maurice Garçon, non pas pour juger, mais pour condamner. Je ne crois pas que pendant ces 3 ans, il ait trouvé autant d'amis et de soutien qu'il aurait mérité. Vous parliez tout à l'heure, Jacques, de son désintéressement. Il a dû vendre un certain nombre de ses livres, dans les plus précieux, comme celui, la fameuse dédicace du général de Gaulle au maréchal Pétain, pour faire face aux obligations alimentaires, mais au bout de 3 ans, ses confrères l'ont élu membre du Conseil de l'Ordre. Merci Jean-Marc Varrot. Alors, restons un moment sur Izorni, avocat, avant d'entrer dans la carrière d'Izorni, homme politique. Quelles sont vos réactions, Jacques Vergès, devant ce que vient de dire Jean-Marc Varrot? Ce que dit Jean-Marc Varrot, j'y adhère pleinement, mais c'est surtout ce que me disait M. Le Hideux qui m'a intéressé, parce que je n'aurais pas osé
parlait du désarroi du maréchal Pétain devant une justice qui est opaque même pour tout le monde. En France, personne ne comprend très bien le fonctionnement de la justice, et je crois que tout le monde a des excuses pour ne pas bien comprendre son fonctionnement. La justice effraie, la justice est opaque. Et le rôle de l'avocat, à mon avis, à ce moment-là, effectivement, n'est pas seulement de se battre pour que la peine soit réduite de 10 ans à 8 ans. Le rôle de l'avocat est de se battre pour que le malheur de la personne qui est dans le box acquiert un sens. Et un sens pour l'opinion, et un sens pour l'accusé lui-même. Et il est évident que le choix qu'a fait Izorni à cette époque-là est un choix que même moi, comme adversaire, je ne peux qu'approuver. Izorni s'est dit, ce maréchal de France ne peut pas être défendu comme un voleur de lapins. On ne peut pas plaider des circonstances atténuantes, je dois faire une défense qui honore l'accusé. Et ensuite, cette fidélité qu'il a envers la personne qu'il a défendue, je la comprends parfaitement et je crois que c'est là un honneur. C'est une conception de l'honneur pour les avocats, en tout cas pour ceux qui sont fidèles à une certaine tradition. Quand un accusé met sa main dans la vôtre et dit « Maître, je ne comprends rien à ce qui va se passer. Je suis comme un taureau ébloui qui rentre dans l'arène, ou je suis comme un aveugle qui rentre dans un souterrain, je mets ma main dans la vôtre. Je vous confie mon honneur, ma vie, mon bonheur, et ceux des miens. Est-ce que vous acceptez ?» Si on accepte à ce moment-là, on est libre de refuser. Mais si on accepte, je dis que cette confiance nous oblige. Elle crée entre la personne que nous défendons et nous-mêmes des liens qui sont aussi forts que l'amour ou l'amitié. Et ces liens-là nous engagent pour la vie. Et je comprends donc cette fidélité absolue de Jacques Izorni envers le maréchal Pétain. Parce que, en plus, dans la vie courante, vous défendez quelqu'un, et puis, il fait sa peine, et puis, il entre dans une carrière, sa route s'éloigne de la vôtre, vos vies se séparent. Mais là, quand quelqu'un qui est condamné à mourir en prison vous dit « Je vous confie la défense de mon honneur après ma mort », et qu'on accepte, à ce moment-là, je comprends effectivement cette fidélité à toute épreuve de Jacques Izorni. Voilà donc pourquoi, encore une fois, je vous dis, pour moi, Jacques Izorni est un exemple, et pour ces raisons-là. Jean Ferré, je voudrais, si vous voulez bien enchaîner, parce que Jacques Vergès vient de dire ce qu'il faut dire de la défense, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un se confie à nous, nous nous confions à lui. Nous sommes là pour le libérer des paroles qui sont en lui, mais ces paroles lui appartiennent. Et cette relation d'amitié, d'amour et de confiance est quelque chose de tout à fait inexplicable pour qui n'a pas vécu cette sorte de mystère. Tout le monde ne le vit pas. Nous sommes 11 000 avocats à Paris, beaucoup sont des tenanciers d'importants comptoirs où l'on brasse des affaires et qui ne connaissent pas cette sorte de symbiose. Alors, je voudrais peut-être dire à nos auditeurs, parce que c'est s'enchaîner exactement, de quelle manière Jacques Izorni est devenu l'avocat du maréchal Pétain. On l'a dit tout à l'heure, il a 34 ans. Il est ancien premier secrétaire, il a défendu des communistes et des résistants, mais il n'a pas d'engagement politique. Puis un jour, mais il a assumé une grande défense, Robert Brasillac. Un jour, le bâtonnier Payen, qui est l'avocat désigné, car pratiquement au hasard, car quand le maréchal a cherché un avocat, il a dit Fourcade, il était mort. Le bâtonnier Charpentier lui a proposé Morosier Ferry, il lui a répondu « Vous me prenez pour Landru ». Et c'est ainsi finalement qu'on s'adresse à Payen, qui espérait entrer à l'Académie française en prononçant une grande plaidoirie. Et un jour, Payen appelle Izorni, comme il arrive, on appelle un premier secrétaire, nous l'avons fait, nous, à notre tour, auprès de nous, pour lui donner sa chance. Sur un banc du palais, il lui propose de travailler avec lui pour copier des pièces à la main dans les tonnes qui sont arrivées et qu'on ne peut pas dépouiller, car il n'a pas de provision pour commander des copies et qu'on n'en délivre pas aux avocats dans ce procès, il faut le dire. Et Izorni croit qu'on l'appelle pour copier des pièces par bienveillance.
Ce n'est que plus tard qu'il saura la vérité. Jeannine Alexandre Debray, qu'il avait entendu plaider pour Robert Brasillac, sans concession, avait recommandé son nom à Henri Lemery, ancien garde des Sceaux et ami intime du maréchal et ancien ami et ministre de Clémenceau, qui avait demandé qu'on le désigne, et Payen l'avait donc désigné à la demande du maréchal et de ses amis, mais ne l'avait pas dit. Il l'avait caché. Peut-être comme s'il allait deviner que le cadet de la défense, avec Jean le Maire, allait devenir le véritable défenseur. Comme l'a dit dans un mot qui résume tout Izorni, il était prisonnier, je suis devenu le sien. Que se passe-t-il en effet? Il est mort 50 ans après, presque jour pour jour, sa rencontre avec le maréchal le 16 mai 1945, demain. Le 16 mai 1945, il assiste à la première instruction. Il n'a pas encore vu celui qu'on appelle son client. Et il comprend très vite, parce que il y a les réflexions à mi-voix du bâtonnier Payen, que le bâtonnier Payen a l'intention de plaider gâteux, de rendre des comptes et de demander la pitié. Il est saisi d'une formidable indignation et d'une détermination. Et le lendemain matin, à l'aube, il prend sa bicyclette, parce que c'était le seul moyen de communication, pour aller à Montrouge. Le maréchal est tout étonné, il le rencontre pour la première fois, il se demande qu'est-ce qui se passe, et il lui dit alors qu'il ne faut pas qu'il accepte cette défense dérisoire et honteuse, et voici le dialogue. Que faut-il faire, demande le vieil homme au jeune avocat. Ce que vous devez faire, restez vous-même, redevenez vous-même. Vous êtes maréchal de France, chef de l'État. Vous ne devez accepter aucune atteinte à votre dignité. Avez-vous oublié ce que fut Jeanne à son procès? Louis XVI à son procès? Rappelez-vous de l'empereur à Sainte-Hélène? Des millions de Français pensent à vous. Pour eux, vous représentez un symbole. Vous êtes un idéal. Des hommes ont été exécutés pour vous avoir suivi, d'autres sont emprisonnés. Leurs yeux sont tournés vers Montrouge. Il faut que votre attitude soit conforme à la foi que vous leur avez inspirée. N'ayez pas l'air d'un jardinier accusé d'un vol de lapin. Et dès cet instant, ils sont liés l'un à l'autre, et ce moment-là, et ce jour-là, changea le procès qui, sans lui, eût été un désastre. Et ce jour-là, il engageait le procès pour l'histoire, il engageait le procès dans lequel il serait l'avocat jusqu'au jour de sa mort, c'est-à-dire 50 ans après, à quelques jours près. Oui, parce qu'on l'a dit, Monsieur Leïdeux l'a dit, ce qui est admirable, et vous l'avez rappelé Jacques, c'est de recevoir cette mission et de l'accepter. Vous demanderez la révision de mon procès même après ma mort, et il déposera 10 demandes de révision. Il ira jusqu'au bout, jusqu'à l'exil intérieur, par fidélité à son devoir. Il a excité l'ironie et la moquerie parce qu'il était l'avocat du maréchal en permanence, mais le maréchal demandait à être défendu en permanence. Jean Ferré, qui prendra le flambeau? Ah, voyez-vous, je me permets d'ajouter François Louis II. Maître Baron. J'étais à Fresnes quand on dit le procès du maréchal. Nous n'avions pas de journaux, on n'avait pas de radio. Nous n'avions pas du tout la circonstance dans laquelle vivent les prisonniers. Mais nous avions tout de même quelques échos de temps en temps. Et puis j'ai vu Boutier qui revenait un jour du procès. Et nous étions accablés. Accablés de la petitesse de tout ça. Voir comment cette grande période de l'histoire dans la France, dans laquelle tout s'était affronté, tout s'était joué, était réduit à quelques comédies ridicules. Je m'étais permis, j'étais très jeune et sans aucune autorité, et sans doute d'envoyer une note par mon avocat, Maître Toulouse, le bâtonnier, à Maître Payen. Bon choix, Monsieur Leïdeux. Je crois, on ne défend pas, le maréchal Pétain, le maréchal de France se défend pas, il explique. J'avais suggéré qu'on demande à chacun des bâtonniers des différentes régions de la France de prendre chacun une année de l'occupation et d'expliquer, de raconter cette année avec tous ses côtés, toutes ses facettes, telles qu'on les voyait. Et puis que le bâtonnier, des bâtonniers, si je peux dire, après ça,
fasse la conclusion, et dire maintenant je vous ai expliqué, le peuple français jugera, et quoi que vous disiez, je suis en dehors de la question. Maître Payen a répondu que j'étais un enfant, ce qui était vrai, ou presque, enfin j'étais plus tout à fait, mais enfin tout de même très jeune, et que je ne connaissais rien à ces questions, ce qui était absolument vrai. Nous avons été désespérés. Désespérés des empoignades certains jours, de la petitesse, d'autres choses, disant c'est pas ça que nous avons vécu, c'est pas ça que le maréchal a vécu, et c'est pas ça que la France a vécu. Elle méritait mieux. Alors Kizorni a apporté, il a apporté l'humanité et un regard. Il n'a pas apporté l'histoire. Mais enfin, aucun de nous, je ne l'ai pas entendu malheureusement, mais je l'ai dans l'oreille quand même, n'a pas pu être profondément troublé par ce qui était au-delà de l'éloquence dans son intervention. Ça restituait dans sa vérité le problème. Alors, vous savez que ce qu'il plaidait, on le plaidit, elle le plaidit. Maître Varro a écrit un livre, je l'ai lu avec passion. Il y a son procès 1945-95, le débat est ouvert, il se continuera encore très longtemps. Il s'écrit partout. Espérons qu'en France, il s'écrira avec un peu de volonté de voir clair, et non pas avec un esprit toujours manichéen. C'est triste de voir sous la plume d'un historien allemand discutant avec un historien américain, disant il est vrai qu'il y a un débat en France, mais on peut dire qu'il est généralement partisan, et finalement que seuls des historiens étrangers sont capables d'approcher cette période parce qu'ils sont délivrés d'émotions intempestives qui forcent leur jugement. C'est triste. C'est triste, et puis c'est triste parce que le pays mérite mieux que ça, parce que les enjeux étaient là, parce que les hommes valaient mieux que ça, les uns et les autres. Alors, je ne vais pas commencer aujourd'hui la discussion. Il y a eu des responsables de tous côtés. J'ai dit tout à l'heure que je regrettais que Maître Izorni, que Jacques Izorni ait poursuivi un débat anti-de-gaulliste inutile et vain. On ne peut pas dire cependant que le général de Gaulle n'ait pas eu sa responsabilité. Et je ne peux pas ne pas me rappeler que moi, le premier jour où j'ai vu le général de Gaulle en 1950, il me l'a répété à corps en 1958, il m'a dit qu'un des premiers, quelques jours avant de prendre le pouvoir, qu'une des premières décisions qu'il prendrait, ce serait de procéder à la translation des cendres du maréchal à Lisieux. Mais il ne l'a pas fait. Izorni en est peut-être quelque peu responsable partiellement. Il a fourni en tout cas le prétexte. Mais si la responsabilité également, que le général de Gaulle m'a également dit en 1950, que le gouvernement de la 4e République se déshonorait en laissant un homme de l'âge de maréchal en prison. Que l'a-t-il écrit dans un journal? Ce que j'ai permis de lui dire ce jour-là. Donc on peut dire que les passions étaient de deux côtés de la barrière. Mais il appartient à celui qui a des fins plus grandes de se dominer le mieux ou le premier. Ça a été quelquefois différent que j'avais avec Isasi. Vous écoutez Radio Courtoisie et nous rendons hommage, nous évoquons la grande mémoire de Jacques Izorni qui était notre ami à tous et dans le studio. Claude-Jacques Maroulot qui me fait l'honneur de m'assister, maître Jacques Vergès, monsieur François-Louis II, ancien ministre et président de l'Association pour la défense de la mémoire du maréchal Pétain, le général Jacques Le Groignec, vice-président de l'Association pour la défense de la mémoire du maréchal Pétain, et maître Jean-Marc Varro, qui est non seulement un ancien premier secrétaire de la conférence du stage, comme maître Jacques Vergès et comme maître Izorni, mais qui, en outre, vient d'écrire un livre considérable sur le procès Pétain. Et dans son coin, qui ne dit rien, mais il aura la parole quand il le souhaitera, l'abbé André Vartel, doyen de la faculté des lettres de l'Institut catholique, qui veut parler derrière François-Louis de Jean-Marc Varro. Est-ce que je peux lire les dernières lignes de la plaidoirie de Jacques Izorni? Ah oui. Quand, ayant évoqué Geneviève et Jeanne, il se tourne vers la cour
avec la photo que nous connaissons, les bras suppliants et en même temps impératifs. Ô ma patrie, victorieuse et au bord des abîmes, quand cessera-t-il de couler ce sang, plus précieux depuis que nous savons qu'il n'y a plus que des frères pour le répandre? Quand cessera-t-elle la discorde de la nation? Au moment même où la paix s'étend au fond monde entier, que le bruit des armes s'est tu, et que les mers commencent à respirer, ah, que la paix, la nôtre, la paix civile, évite à notre terre sacrée de se meurtrir encore. Magistrats de la haute cour, écoutez-moi, entendez mon appel. Vous n'êtes que des juges, je le sais. Vous ne jugez qu'un homme, je le sais. Mais vous portez dans vos mains le destin de la France. Vous disiez tout à l'heure... Le silence est encore d'Isorni. Oui, le silence est encore d'Isorni. Et vous disiez tout à l'heure que parfois il était moins bon orateur qu'il n'était écrivain. Il y a des passages sublimes comme celui-là. Il y a d'ailleurs de très belles descriptions qui ont été faites par la presse qui méritent d'être rappelées, dans un moment où il y avait une pensée unique et une presse unique issue de la Résistance. Voilà ce qu'écrit Albert Camus. Sa pâleur, son évidente émotion, sa voix, pourtant claire et bien timbrée, prédisposer en sa faveur les juges que le débit monotone monsieur le bâtonnier semblait avoir lassé. L'éclatante sincérité de l'avocat, sa loyauté, sa jeune maîtrise, passant la barre, créèrent enfin dans la salle cette atmosphère de grandeur que l'on aurait vainement cherché les jours précédents. Et Madeleine Jacob, la tricoteuse de la Libération, dit: long, mince, distingué, une tête d'archange, un calme apparent, voulu, étudié, imposé par une volonté à laquelle ce jeune avocat s'accroche comme à une bouée de sauvetage, il nous semble que lorsque plus tard on parlera du procès de Pétain, c'est le nom de Maître Isorni qui s'imposera à l'histoire de cette affaire. Un archange. Madeleine Jacob n'employait pas souvent le mot d'archange, très volontiers, mais c'est vrai qu'elle disait de Jean-Louis Tissignancourt, c'est un gamin. Oui, mais... C'était une forme d'affection aussi. Avant de passer la parole au général de Grognac, je me retourne vers Maître Vergès. À cette époque, à l'époque du procès, vous n'étiez pas encore un ami d'Isorni? Non, j'étais maréchal des logis dans les forces françaises libres et je faisais de l'occupation en Allemagne. Voilà. Vous étiez son adversaire en tout. Vous ne saviez pas que ce serait le fraternel adversaire. Comment avez-vous perçu, c'est un témoignage qui nous intéresse beaucoup, comment avez-vous perçu, vous qui étiez en face dans tous les sens du terme, comment avez-vous perçu l'intervention d'Isorni dans le procès Pétain et comment avez-vous perçu le talent d'Isorni, la marque d'Isorni? Est-ce que vous en avez le souvenir? Très vague, parce que vous savez, le barreau n'était pas ma vocation. C'est devenu ma vocation à partir du moment où je me suis inscrit. Mais au départ, je suis rentré dans cette profession pour gagner ma vie, un point c'est tout. L'impression que j'ai, il y a cette photo d'Isorni tendant les bras. Je me dis, voilà un homme qui est courageux. Dans la confusion de l'époque, c'est tout ce que je pouvais penser. Mais ici, je voudrais compléter ce que disait Jean-Marc Varraud tout à l'heure sur ce procès en Bretagne où Isorni a fait de la rupture. Je crois que chacun de nous, dans la vie, est plus ou moins, je dirais pas prisonnier, mais tributaire de son expérience. Il y a des expériences amoureuses qui vous marquent pour la vie dans vos rapports féminins, mais il y a également dans les rapports dans l'activité professionnelle, des expériences qui marquent. Or, les procès d'Isorni, jeune avocat, pendant l'occupation devant les sections spéciales, à la libération devant cette cour spéciale également, ce sont des procès de rupture. Il sait très bien que le magistrat est là, dont la pensée non exprimée est « cause toujours, j'ai déjà fait le jugement ». Parce que je dois plaire au pouvoir d'aujourd'hui, comme hier j'ai plu au pouvoir d'hier. Donc il se rend compte qu'il est devant des sourds, et donc c'est un procès de rupture. Il n'y a pas un dialogue, le dialogue est apparent. Mais en fait c'est deux monologues qui se croisent. Et qui se croisent pour qui? Pour le juge véritable, qui est à l'extérieur du palais de justice, c'est le peuple, c'est l'opinion, et ensuite c'est l'histoire. Et donc, Isorni, toute son expérience de jeune homme, de jeune avocat, est basée sur ces procès
où effectivement, instinctivement, il trouve la rupture. Et peut-être après, ça devient une manie, je n'en sais rien, c'est vous qui le dites, mais c'est possible. Mais donc, cette expérience l'a formé pour cela. C'est important que Jacques Vergès le dise, parce qu'il faut dire à nos auditeurs qu'il est l'inventeur du concept maintenant retenu par tous les avocats, et qu'il avait fait dans un beau petit livre qui s'appelle « De la stratégie judiciaire, de la défense de rupture et de la défense de connivence ». Ce que l'on peut dire, pourtant, que si dans son tempérament, Jacques Izorni a souvent adopté, et par mémoire, la défense de rupture, dans le procès du maréchal Pétain, qu'il a conduit avec intelligence, adresse et dans le but d'aboutir pendant 18 jours, sa plaidoirie n'est pas une plaidoirie de rupture. Il cherche quelque chose, c'est-à-dire un universel en tout homme, quelque chose qui peut encore les atteindre, et après tout, la condamnation à mort est prononcée à une voix de majorité, l'éternelle voix qui fait chez nous l'histoire, une voix de majorité, et nous savons que les 3 magistrats professionnels qui ont prêté serment au maréchal, qui sont en train de juger, quand ils se sont retirés, on le sait maintenant par le secret des délibérés, ont proposé aux jurés résistants et aux résistants, les 84, la peine de malissement, à l'horreur pour Jean-Pierre Bloch. Donc, ce n'est pas toujours vrai. Et puis il y a, même si je connais l'excellence de cette thèse, souvent nécessaire et que vous représentez admirablement. Il ne reste pas moins que dans la défense du général Salan, Jean-Louis Tixi-Miancourt n'a pas adopté une rupture. On l'attendait sur la rupture, et il a essayé de trouver, au-delà de 2 vérités totalement opposées devant des juges qui n'étaient là que pour juger et condamner, et qui avaient déjà condamné à mort jour, quelque chose de supérieur qui les élève au-dessus d'eux-mêmes, ou 2 vérités opposées, une vérité d'au-delà, et cette vérité au-delà, il a réussi dans cette plaidoirie qui est un des chefs-d'œuvre de l'éloquence et de l'anthologie du barreau, peut-être la plus belle plaidoirie dont nous ayons la trace. Il a essayé d'obtenir ce qu'il a obtenu. L'un des magistrats me disait, je ne pensais pas que ce fût possible. Donc, si la stratégie de rupture est la stratégie normale en matière politique, où on ne doit pas être dans la connivence et la complicité, nous ne sommes pas des faire-valoir, nous ne sommes pas là pour permettre de condamner en rond comme il est trop facile, il y a des cas où peut-être on peut le trouver. C'est un choix selon les circonstances. Moi, je crois que la rupture, comme la connivence, c'est comme le degré 0 et le degré 100 sur le thermomètre. Il n'y a jamais une rupture absolue, parce que la rupture absolue consisterait à ne pas être présent. Il n'y a jamais de connivence complète, parce que, sauf en Roumanie, quand l'avocat dit « mon client est coupable, la procédure est régulière, il mérite la mort ». Ben alors, nous ne sommes plus dans un procès, nous sommes dans un cirque. Mais donc, jamais absolu. Mais en fait, manifestement, ce que dit Izorni s'adresse à l'opinion aussi. Il s'adresse à l'histoire. Et l'opinion et l'histoire, le fait que l'opinion et l'histoire sont alertés, influe sur les juges aussi. Parce que la rupture n'est pas forcément l'injure. Même si on pense parfois des choses malséantes à propos des juges, la rupture ne consiste pas à le leur dire. Il y a une courtoisie glacée qui peut remplacer tout à fait l'injure. Mais tout à l'heure, vous évoquiez, je crois que c'est Monsieur Lehideux, ou bien Jean-Marc, le procès de Jeanne d'Arc. Non, c'est dans la lecture du... Oui. Et effectivement, quand on voit le procès de Jeanne d'Arc, on voit l'influence d'un procès. Comment d'un procès peut naître un personnage de notre culture, un personnage qui sera immortel. Si il n'y avait pas eu le procès de Rouen, il resterait de l'histoire de Jeanne d'Arc un magnifique événement, mais une espèce de chevauchée fantastique. Une jeune fille, vierge à cette époque, d'origine modeste, qui, dans ce monde d'hommes et de machos, dirige une armée, bat les Anglais, fait sacrer son roi. Mais le procès de Rouen apporte autre chose. Apporte toute l'épaisseur humaine de Jeanne d'Arc. Quand elle décrit sa vie parce qu'en plus, Jeanne d'Arc était illettrée. Elle ne pouvait pas parler latin avec ses juges, elle parlait le français populaire de l'époque, un français dru, et un français qui résonne comme une chanson quand elle dit « c'était en plein été, à l'heure de midi, dans les jardins de mon père ». Et quand elle leur dit « passez outre ». Passez outre. Et donc, à ce moment-là, Jeanne d'Arc n'est plus seulement le chef de guerre, Jeanne d'Arc devient la sainte. Et par le miracle de ce procès n'aurait pas eu lieu. Cette vision que nous avons aujourd'hui de Jeanne d'Arc
nous ne l'aurions pas. Jeanne d'Arc serait Jeanne d'Arc, mais cela n'a été révélé qu'à travers ce procès. Et il n'y a pas eu, au procès de Jeanne d'Arc, quiconque qui jouait le rôle d'Isorni. Non, il n'y a pas eu d'avocat. Il n'y a pas eu d'avocat. On a retenu Cochon, mais il n'a pas... Oui, je voudrais d'ailleurs, à propos de ça, mais alors, nous allons cesser de monopoliser la parole dans notre dialogue tout naturel et qui se renoue depuis si longtemps entre Jacques Vergès et moi, puisqu'il évoquait tout à l'heure le procès Ceausescu. J'étais, il y a 2 ans, je crois, dans le bureau du Premier ministre roumain avec Alain Madelin, et j'exprimais au ministre de la Justice et au ministre de l'Intérieur notre écœurement en disant que c'était vraiment un assassinat judiciaire. Et le Premier ministre m'a répondu, en me regardant, « Mais vous avez le procès de Marie-Antoinette et le procès Laval. » Heureusement, j'ai eu le dernier mot. Je lui ai dit oui, mais dans ces 2 procès, les avocats là, eux, ne se sont pas déshonorés. Oui, bravo. Alors, avant de passer la parole à Général Le Grenier, qui n'a pas dit grand-chose, et qui a fait comme moi, qui a beaucoup à dire. Qui a beaucoup à dire. J'apprends. Je demande à Claude de Après avoir écrit un si beau livre. De lire à la queue leu les messages concernant Isorni qu'elle a sous les yeux. Messieurs, vous prenez note si vous souhaitez répondre à l'un d'entre eux. Alors, il y a des quantités de messages d'hommes qui demandent sans arrêt qui va reprendre le flambeau de Maître Isorni pour la mémoire du maréchal Pétain. À Monsieur Vergès, pourrait-il nous dire où en est l'affaire Omar Haddad? Un auditeur ravi de cette émission, mais quand il s'agit de défendre la mémoire de quelqu'un d'important, Radio Courtoisie ne précise pas où cette personne a été inhumée. Peut-on savoir dans quel cimetière repose Maître Isorni? Merci à Jean Ferré pour cette émission extraordinaire avec de tels invités prestigieux. Nous reverrons de tels témoignages que nous retransmettrons à nos enfants afin que leurs souvenirs ne s'éteignent pas. Merci encore, je souhaite que cette merveilleuse radio tienne debout. Si je peux répondre à une des questions, moi qui non, va là. Pardon. Attendez s'il vous plaît la fin, parce que sinon nous n'aurons pas le temps de lire. Alors, un auditeur encore. Il faut rappeler aux auditeurs que la condamnation du maréchal Pétain est due aux errances du Front populaire avant la guerre. Maître Isorni a défendu un nom que je ne peux pas lire, pour l'enlèvement et l'assassinat d'une petite fille le 8 décembre 1967 à Chalon-sur-Marne. Où en est cette affaire? C'est bien à Douaumont et non à l'Île-Dieu que le général de Gaulle a dû promettre à Maître Isorni de transférer les cendres du maréchal. Un auditeur nous signale qu'une messe de requiem sera chantée pour Maître Isorni le jeudi 18 mai à 18h30 à Saint-Nicolas du Chardonneret. Chardonnay. Chardonnay. Un auditeur, est-il vrai que Maître le maire, l'un des défenseurs du maréchal, était le beau-père de Maître Bredin? Entre parenthèses, sa mère s'étant remariée. Eh bien, voulez-vous, Monsieur le Ministre, répondre? C'était une des questions. Qui va reprendre le flambeau que Isorni a abandonné? Alors, il y a l'association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain, qui a été fondée par Maître Isorni avec le général Végan, le général Hering, et qui, depuis 1957, poursuit son action. Jacques Isorni en était le président d'honneur, mais à travers des présidences successives, l'association continue. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours entendu, mais elle existe. Et si étonnamment vivante après 50 ans. Son siège est 6 rue Maringot, à Paris. Elle est prête à recevoir tous ceux qui veulent bien adhérer à son action. Elle se réunit régulièrement. Elle a fait connaître récemment quelle était son action dans un manifeste très court, en ne impliquant que des faits exacts qui ne sont pas sujets à polémique et qui montrent que le maréchal Pétain non seulement était le vainqueur de Verdun, mais entre les deux guerres était l'homme d'Hercourt, auquel la République a fait appel aussi bien au Maroc
que lorsqu'il avait des difficultés avec les États-Unis, après que le Front populaire n'ait plus voulu payer les dettes françaises à l'Amérique, on a envoyé le maréchal Pétain pour recoller les morceaux. Et il a été reçu aux États-Unis comme un grand chef d'État. Et tous les annuaires de téléphone des États-Unis se sont éparpillés en confettis en Broadway au-dessus de la voiture du maréchal. Il a été envoyé après ça en Espagne, quand on a craint qu'il y ait un troisième front. Enfin, chaque fois que la République était en péril, ou qu'elle allait l'être, à l'appel de tous les partis politiques, le maréchal a été appelé, a répondu présent. Son action pendant la guerre, nous l'expliquons. Personne ne peut prétendre que 4 nés comme ceux-là, dans les situations difficiles, ne pouvaient pas présenter des difficultés, même des erreurs. C'est bien évident. Mais la stratégie du maréchal, comme l'a fort bien expliqué le général de Groignac dans son livre, a été très claire. Et si je peux la résumer très brièvement, je pourrais dire que c'est les Anglais qui lui ont suggéré, si je peux dire par le fait, par l'action à Mers-el-Kébir. Car il faut bien le dire, quand la France était sur les routes, se repliait comme un accordéon à la frontière espagnole, il n'y avait pas beaucoup de temps pour penser. Il fallait arrêter le désastre. Moi, j'étais sur les routes. Je repliais par un ordre absurde reçu le 11 juin 15 000 hommes sur le sud, suppliant de pouvoir les arrêter. Alors, ce qu'on dit donc Bordeaux, il aurait fallu pratiquement que l'armistice soit conclu vers le 10 ou 11 juin. Il y aurait pendant 800 000 prisonniers de moins. Mais à ce moment-là, le chaos imposait, il n'était pas question de penser à une grande politique. Quelques jours après, il y a un réflexe gouvernemental quand même, premier, politique étrangère. C'est la sanction prise à l'égard du Quatroum, parce qu'il a cédé à un ultimatum japonais. Et puis, les Anglais interviennent, comme vous le savez, à Mers-el-Kébir. Et ça a été la révélation, pour moi, je l'explique comme cela, mais je ne dis pas, je n'ai pas de confidence, ça a été révélation pour le maréchal de l'importance décisive de l'Afrique du Nord. D'autant plus que le lendemain, les Allemands proposent une alliance militaire avec la France. Voilà, le maréchal ne répond pas, et l'alliance devient un ultimatum à fin juillet de céder des bases. Le maréchal fait répondre que l'armistice signé nous oblige à défendre, la France à défendre ses bases et son empire, qu'elle le fera. Mais à ce moment-là, tout devient clair. Il demande au général Weygand de quitter le ministère de la guerre et de prendre, devient délégué général pour l'Afrique du Nord. Et le général Weygand m'explique à moi-même, quelques années plus tard, que cette nomination, il l'a reçue avec une certaine amertume, parce qu'il n'a pas compris l'importance de la chose, et qu'il l'a compris en arrivant à Alger. Et là, se refait une armée française, avec des cadres pléthoriques, qui sont les cadres de demain, de l'année en jour. Et tout dissuade de ça. Maréchal explique après Dakar, que son dispositif central a 2 ailes, Dakar et la Syrie, qu'il fera défendre. Même si elles sont des causes difficiles, il le fait. Et tout cela prépare le retournement du mois de novembre 1942. Voilà. Et merci François Ludeux. Jacques Le Grognac, voulez-vous répondre à quelques-unes des questions ? Parce qu'on ne peut pas ce soir refaire l'histoire de Vichy. Non, justement, je voulais voulais revenir. Dire que je j'en voulais ai. vous demander Pardon. quelque chose. Oui, Il faudrait préciser l'adresse à laquelle on peut se faire
l'association, il faudrait les coordonnées. L'association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain, Vous pourriez donner les coordonnées. L'ADMP, donner c'est au 6 rue de Marengo, 6 rue de Marengo, Dans quel arrondissement? dans le premier, 75 001, Paris. Et le téléphone, éventuellement? Oui, je vais vous le donner dans un instant. Général de Grognac. Oui, je voulais revenir à Maître Izorni, puisque évidemment Maître Izorni est intimement lié au maréchal et inversement, mais c'est de Maître Izorni que nous devons parler dont nous devons parler aujourd'hui. On évoquait tout à l'heure la mission qui lui avait été donnée par le maréchal. Je voudrais en lire juste quelques mots. Le maréchal, le 29 décembre 1950, soit 7 mois avant sa mort, à l'Île-Dieu, exhorte Izorni et Jean Lemaire à poursuivre leur lutte pour sa réhabilitation. Et il dit, ce sont uniquement des extraits que je cite, « Nous avons vécu des heures et des jours pénibles, mais nous sommes liés pour toujours. J'ai confiance en vous. Je vous ai confié une mission. Ne l'oubliez jamais. » Alors je peux attester que cette mission, comme nous pouvons tous l'attester, que cette mission, il l'a assumée jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. Dans la visite que je lui faisais, donc à la fin avril, quelques jours avant sa mort, nous avons longuement conversé du livre du procès écrit par Jean-Marc Varro, du procès Pétain, 1945-1995, c'est-à-dire ce procès qui ne se terminera peut-être jamais, comme a dit François Mauriac il y a quelques années, mais qui, en 50 ans, a évolué dans des proportions considérables, puisqu'en 1945, le maréchal était condamné à partir de l'amalgame que l'on faisait Pétain, Montoire, Hitler, c'est-à-dire il était condamné pour intelligence avec l'ennemi, crimes de guerre, punis par les articles 79 et 85 du Code. Mais 50 ans après, ce n'est plus du tout le même langage. Depuis maintenant 5 ou 6 ans, une jeune école historique, dont d'ailleurs Madame Annick Rigel a dénoncé le dessin absurde, cette jeune école historique a transformé cet amalgame qui est devenu l'amalgame Pétain-Vichy-Auschwitz. C'est-à-dire cet argument qui n'a jamais été utilisé, et Jean-Marc Varro l'a bien souligné dans son ouvrage, son dernier ouvrage. C'est lui qui l'a démontré d'une manière éclatante, en prenant des exemples que je n'ai pas besoin de les répéter puisque ceci a déjà été dit ici, mais je pense que tous les auditeurs devraient lire cet ouvrage pour juger précisément de ce procès infâme qui est fait maintenant, car c'est absolument révoltant d'avoir changé les arguments dans cette proportion, car jamais à l'époque, au cours du procès, et ce procès il y a 350 pages au journal officiel, jamais la moindre question n'a été posée, notamment par les jurés qui n'avaient pas beaucoup de sympathie pour l'accusé, jamais la moindre question n'a été posée sur la tragédie vécue par les Juifs. Et quelque temps après, lorsque la commission parlementaire d'enquête sur les événements survenus en France de 1933 à 1945, et qui a été créée en 1946, cette commission, elle est passée à l'Île-Dieu le 10 juillet 1947, et à 15h55 commençait un interrogatoire de 1h50 du maréchal. Il n'y a pas eu la moindre question posée par ces parlementaires qui pourtant posaient des questions non pas vicieuses, mais des questions qui devaient porter. Il n'y a pas eu la moindre question sur la tragédie vécue par le peuple juif, les Juifs en Europe. Est-ce que vous avez le document, car oui, je dois la communication à votre obligeance de ces très intéressants documents, car les dernières lignes sont très importantes, puisque c'est la dernière expression publique du maréchal Pétain, et il y a une dignité à un moment où son esprit est en train d'entrer dans l'obscurité pour une large part. Sa dernière, c'est un jaillissement de fierté. Je crois qu'il mériterait d'être rappelé par vous dans un instant. Je voudrais dire d'ailleurs que, à propos de cette école historique qui remonte à une dizaine d'années, nous sommes, mon général, dans l'année du renversement historique. Car, malgré tout, ces historiens qui voulaient en effet schématiser et ramener le Pétain-Montoire à désormais un Pétain-Auschwitz sont en train, j'ai eu beaucoup d'appels téléphoniques, de dire il y a peut-être quelque chose que nous avions oublié, c'est que la France était occupée. Et que le métier d'otage n'est pas le métier de soldat. Et que le déshonneur d'un certain nombre de comportements de Vichy sont des déshonneurs liés à la fonction d'otage.
Voilà, si vous me permettez, je crois, la dernière déclaration. Je prends mes lunettes. Voilà ce qu'il dit. Du point de vue de l'incarcération, je n'ai rien à dire. J'ai pris mon parti de me soumettre à toutes les obligations. Je ne demande rien, pas d'assouplissement de ma prison, rien du tout. Si on juge à propos de le faire, je l'accepterai, mais je ne demande rien. J'ai pris le parti de ne rien demander, de ne jamais faire d'observation. J'ai accepté la peine, j'irai jusqu'au bout, jusqu'à ma mort. Si je dois finir ma vie dans ce milieu-là, j'accepte d'avance. Voilà la dernière déclaration de cet homme qui se trouve devant des parlementaires. Et c'est vraiment l'esprit d'Izorni ayant pénétré l'esprit de son client. Je vous remercie, Jean-Marc Varraud. Un message pour notre ami Daniel Vance. Daniel Vance est le président de l'Union des écouteurs français et c'est grâce à lui que tous les lundis soirs, à partir de après 22 heures, nous avons une retransmission d'émissions donc courtes en langue française. Et tous les lundis, il intervient dans mon émission pour annoncer son programme. Cher Daniel Vance, vous nous écoutez et vous avez perçu le caractère historique de l'entretien de ce soir. Quand pourrons-nous réunir de tels témoins? Je n'en sais rien. Je vais donc vous demander une permission, c'est ce soir, de ne pas vous appeler, sachant qu'on vous écoutera à 22h15 et nous allons utiliser les 13 ou 14 minutes qui nous restent exclusivement à parler de Jacques Izorni. J'espère que vous nous pardonnerez. Je peux répondre à une question qui a été posée, un petit peu surprenante. On nous demande si Jean Lemaire était le beau-père de Jean-Denis Bredin. Oui, Jean Lemaire fut le troisième avocat de la défense, car Izorni, qui sentait la difficulté d'assurer avec le bâtonnier Payen, qui en voulait un monopole et maladroit, avait souhaité faire intervenir un grand avocat, ancien premier secrétaire, Jean Véron, résistant, courageux et, je dirais en plus, véritable archange physique, qui aurait été d'une grande séduction et d'une grande force. Et pour l'écarter, Payen a désigné Jean Lemaire. Il se révéla que Jean Lemaire et Jacques Izorni sont devenus de véritables amis, car Izorni a tout confié à Jean Lemaire de son secret, c'est-à-dire des visites qu'il faisait tous les jours, et parfois 2 fois par jour en bicyclette, tous les jours, pour aller rencontrer, soutenir, préparer la défense, préparer le texte. Et Jean Lemaire fut, au cours du procès, un intervenant remarquable, très courageux, il canonnait. Il est celui qui a renversé, démonté, déshonoré Mornay en révélant ce qu'il était. Il avait pourtant avec le travail une relation détendue d'une manière habituelle. Et là, c'est une paire d'amis et les recueils en révision ont été signés par les deux. J'indique par ailleurs que Jean-Denis Bredin, qui a travaillé quelque temps avec Jacques Izorni, a plaidé pour lui en une autre occasion, rappelé de croix d'ailleurs par votre association. Il a plaidé pour la DMP. Il a plaidé pour la DMP. Il y a longtemps. Absolument. Jacques Vergès, avez-vous quelques réponses à donner? Oui, on m'a posé une question. Où en est l'affaire Omar Haddad? Et on a posé également une autre question à nous tous. Si nous savions qu'est-ce que c'était que l'affaire, on n'a pas osé citer bien le nom, Kazimir Tchak, c'est ce personnage qui était accusé d'avoir violé une petite fille ou qui a fait un crime affreux, et pour lequel Izorni s'était battu. Et là, je crois que voilà un plan sur lequel on se retrouve aussi. Nous pouvons défendre de grandes affaires historiques. Mais quand un petit est accusé à notre sens d'une manière injuste, condamné sans que ses droits n'aient été respectés, qu'il soit un ancien légionnaire comme Kazimir Tchak, qu'il soit un petit jardinier comme Omar Haddad, c'est pas les honoraires qui vont nous guider dans ce genre d'affaires, vous le comprenez très bien. Mais, ayant accepté de les défendre, nous allons nous battre. Et nous allons nous battre pour que même les décisions définitives ne le soient pas. Tout à l'heure, Jean-Marc parlait de l'action d'Izorni après le procès. Je crois qu'un grand procès ne se juge pas seulement à son verdict. Un grand procès se juge au sillage qu'il laisse. Au sillage qu'il laisse après que le rideau soit baissé, au sillage qu'il laisse dans le cœur et dans l'esprit des gens. Et ainsi, le procès devient un procès qui ne s'arrête jamais. Un procès dont on discute toujours.
Parce que au cours du procès, on a posé des questions auxquelles l'histoire ne cessera jamais de répondre. Et donc, dans cette affaire, Casimir Tchak, Izorni a écrit un livre. Pour Omar Haddad, j'en ai écrit un aussi. Et pour Omar Haddad, on me demandait qu'est-ce que je fais en ce moment. Je suis en train de préparer un recours en grâce. Merci. Il nous reste donc un peu moins de 10 minutes. Je souhaite dire d'abord, et j'ai omis de le faire tout à l'heure, que le professeur François Petit-Ferrandi, qui devait être des nôtres aujourd'hui, qui est président du conseil d'administration de Radio Courtoisie, a été retenu à l'étranger. Il m'a téléphoné pour nous dire qu'il était de cœur avec nous et qu'il aurait aimé participer à l'hommage à Jacques Izorni. Vous vouliez parler, Jean-Marc? Oui, je veux dire que c'est précisément dans l'affaire Joseph K., dans cette affaire de droit commun, qu'il a plaidé peu après son retour au barreau et qui lui a permis de revenir dans le souvenir de ses contemporains qui étaient en train de l'oublier, que l'autre jour Jean-Marc Théolaire a dit qu'il avait été la défense à l'état pur. Je m'excuse de vous interrompre. Une dame de 74 ans a vécu 4 ans au Havre en 1940. Elle pense que le maréchal Pétain a sauvé la France. Elle demande si maintenant les avocats qui participent à cette émission écriront-ils un livre sur Maître Izorni. Bonne idée. Il y aura le premier secrétaire de la conférence dans 2 ou 3 ans qui fera d'abord son éloge. Oui. Je souhaiterais aborder brièvement, ou solliciter vos avis, messieurs, dans ce studio, sur 2 aspects d'Izorni. L'homme politique, nous n'en avons pas parlé, nous n'avons pas eu le temps d'en parler. Il se trouve que lorsque le général de Gaulle eut été appelé comme président du Conseil, car on oublie aujourd'hui que de Gaulle a commencé en politique non pas comme chef de l'État, mais comme président du Conseil des ministres. Disons Premier ministre aujourd'hui. Lorsqu'il a été appelé par le président Coty, il a dû se présenter devant les chambres pour obtenir la majorité, pour obtenir l'investiture. Et différents orateurs, le général de Gaulle était donc assis au banc des ministres, comme tout le monde, et les différents orateurs... Même, parce qu'il était président investi. Oui, parlez dans le micro, s'il vous plaît, on ne vous entend pas. Différents orateurs sont montés à la tribune, et l'un d'eux était Izorni. Il se trouve que j'étais là, non pas que j'étais député, mais j'étais dans la tribune du public, et j'étais face, je crois que j'étais même dans la tribune du président de l'Assemblée, donc juste en face, et j'avais sous les yeux le crâne du général, j'avais en baissant les yeux le crâne du général de Gaulle, et devant moi Izorni. Alors voici ce qu'a lu Izorni, et je dirais quel geste il a fait à la fin. Malheureusement, je n'ai pas la voix de Jean-Marc Varro, et pardonnez-moi, je vais bien mal le lire. Mais voilà, il a dit cela. D'abord, il ne l'a pas lu. Il l'avait appris par cœur, et il ne lisait pas. Donc le général de Gaulle vient demander l'investiture, et voici ce qu'Izorni dit devant l'Assemblée et en le regardant. Malgré le drame où se débat notre patrie, avec la volonté de la résurrection, je ne puis déléguer au général de Gaulle la part de souveraineté du peuple que représente le mandat que je détiens encore, en raison des circonstances où je l'ai reçu la première fois. Le sentiment que j'ai de mon honneur ne me permet pas de me rallier à son pouvoir, alors que je ne m'étais, jusqu'à présent, rallié qu'à l'infortune et que j'y suis demeuré fidèle. Les souvenirs auxquels je suis lié, certains marqués par le sang, qu'aucun mot ni aucun geste n'ont encore effacé, me l'interdisent. Mais si notre destin requiert aujourd'hui que le général de Gaulle accède de nouveau au gouvernement de la France, je souhaite que son entreprise soit telle que l'avenir me reproche de lui avoir refusé mon suffrage. Puisse-t-il donc, recouvrant le sens de la justice, réconcilier cette fois tous les Français? Puisse-t-il, envers et contre tout, maintenir intégrée notre Algérie française et n'en pas faire seulement un peuple associé? Puisse-t-il enfin
sauvegarder nos libertés et assurer pour longtemps l'unité de la patrie sauvée. Alors là, Izorni a fait un petit silence. Il s'est penché vers le général de Gaulle. Il a tendu son grand bras et l'a montré du doigt et lui a dit « Et que Dieu le garde de lui-même ». Je dois vous dire que c'est un de mes souvenirs les plus extraordinaires. Et je me suis aperçu que ce texte, tandis qu'Izorni le disait, je l'avais appris par cœur. Et je pense que je pourrais le réciter sur mon lit de mort comme je pourrais réciter celui de Chateaubriand lorsque dans le silence de l'abjection, etc., l'on n'entend plus que retentir que les chaînes de l'esclave et la voix du délateur, etc., lorsque tout tremble devant le tyran. C'est de cette qualité, vous en êtes d'accord ? Oui, mais enfin, j'ai tout à fait désapprouvé, effectivement, et Jean-Louis Texier-Villancourt lui a dit le même jour, et est allé le voir parce qu'il lui disait qu'il fallait voler absolument pour De Gaulle. Et qu'est-ce que lui a répondu Izorni, l'avocat de Louis XVI, ne vote pas pour Robespierre. Voilà. Alors, un dernier mot, il nous reste moins de 5 minutes, je vous demanderai à chacun de dire un mot. Une dernière chose que je ne voudrais pas omettre, c'est qu'Izorni était un adversaire absolu de la peine de mort, et que je me suis retrouvé en accord avec lui sur bien des points, y compris d'ailleurs, et non pas sur les méthodes de le manifester, mais sur le fond, y compris avec ce qu'il pensait du général de Gaulle, et que je suis heureux, lui rendant hommage ce soir, de dire qu'il était un adversaire absolu de la peine de mort, et que peut-être que les pages les plus belles de ses mémoires, qui sont en 3 tomes chez Robert Laffont, c'est la description de quelques exécutions. Alors, messieurs, il reste 4 minutes. Vous avez chacun moins d'1 minute. On reprend dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui va permettre à l'abbé Vartel, qui n'a rien dit, de parler 30 secondes, puisqu'il est à l'extrême droite. Alors on commence par la gauche, pardonnez-moi. Eh bien, écoutez, nous avons dit tous, chacun à partir d'une expérience particulière, à quel point nous admirions et nous aimions Izorni. Je voudrais maintenant donner un petit souvenir, parce que Izorni n'était pas seulement cette statue du commandeur. Izorni était un homme joyeux, plein d'humour. Et je me rappelle le dernier repas que j'avais fait avec lui, c'était dans un petit bistrot de la rue Surcouf. Et il y a une photo où on nous voit en train de rire avec un beau litron de rouge entre nous deux. Beau souvenir. Mes souvenirs ne sont pas d'un litron de rouge, je le regrette d'ailleurs, mais sont les souvenirs de l'homme généreux qu'il était, passionné. Et pour la DMP, ça reste un testament, sa fidélité est un testament et un exemple. Merci François-Louis de Général Le Groignec. Oui, Jean, le 11 mai 1995, à Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, nous avons donc rendu les derniers hommages religieux à Jacques Izorni, et j'ai été profondément ému lorsque j'ai vu sortir de la sacristie, non pas des enfants de chœur en robe rouge et blanche, mais le Conseil de l'Ordre bâtonnier en tête, en toge. Et ceci était profondément émouvant, car c'était un hommage rendu par des avocats à un des plus grands des leurs. C'était un hommage à Jacques Izorni qui fut l'honneur du barreau. Jean-Marc Varron. Oui, les 10 bâtonniers étaient présents, ce que je voudrais conserver moi comme souvenir, mais que chacun conserve pour la postérité, c'est la photographie qu'on évoquait tout à l'heure, que j'ai placée en reproduction de mon livre, où on voit Izorni derrière le maréchal, en robe, les bras tendus, dans un geste de supplication, dans un geste d'injonction, dans un geste d'ordre, et il semble protéger celui qu'il défend. On a dit un archange, disait Madeleine Jacob, et l'autre jour le bâtonnier Fartois, évoquant dans une belle image, montrait Izorni désormais l'aile gauche repliée sur son cœur, et l'aile droite qui continue à être brandie vers la cour du suprême appel. Merci Jean-Marc Varron. Monsieur l'abbé. Oui, que les auditeurs me pardonnent si je ne leur ai pas adressé la parole ce soir, mais c'est un peu exprès que je l'ai fait, car, étant donné la qualité exceptionnelle des 4 invités qui étaient là, j'aurais trouvé presque indécent de leur prendre le moindre temps d'antenne.
Je remercie les auditeurs de nous avoir écoutés. Je vous remercie tous, madame, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Et je vous dis à lundi prochain.